Bonjour à tous, comme Irène, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints. Je me doute que certaines connexions sont encore en cours. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Fabien Minguin, l'échevin des affaires économiques de la ville de Bruxelles et je suis heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce webinaire que nous avons voulu mettre en place à quelques jours de la réouverture attendue et je me doute par vous-même, par vos employés, par vos clients de vos commerces prévu ce 11 mai. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions sur les modalités de cette réouverture, sur comment aménager son commerce, quels sont les conseils pour faire en sorte que cette reprise économique que vous attendez, dont vous avez besoin, se passe également dans les meilleures conditions sanitaires pour vous, pour vos employés, pour vos clients, et faire en sorte que ce redémarrage se passe au mieux. Donc, c'est pour cela que nous avons mis en place ce webinaire avec le soutien, et je le remercie, de Patrick Gloden qui prendra en premier la parole, qui est le directeur de You Studio, qui est une agence de design d'architecture spécialisée dans l'aménagement des commerces. Et alors, avec le docteur Jean-Christophe Goffard, que je remercie vivement de sa présence, qui est directeur du service de médecine interne et responsable des unités Covid-19 à l'hôpital Erasme et qui a pu prendre un peu de son temps pour être présent avec vous aujourd'hui. Je donnerai la parole dans quelques secondes maintenant à M. Gloden pour lui permettre de commencer la présentation des conseils du webinaire en lui-même. Mais je tenais vraiment à vous accueillir moi-même pour ce webinaire. J'espère qu'il répondra et qu'il vous permettra d'avoir l'information dont vous avez besoin pour cette reprise, pour vous permettre de reprendre votre activité lundi. Je tiens encore à vous dire que dans cette période particulière, je veux réaffirmer tout mon soutien, celui de mes équipes du service commerce d'entreprendre.brucity qui travaillent à votre service pour essayer de faire en sorte de vous aider à passer ce moment économiquement et sanitaire difficile. Mais nous voyons petit à petit la lueur d'espoir avec la réouverture de vos commerces ce lundi. Je ne pourrai malheureusement pas rester plus longtemps, mais je vous souhaite un moment informatif constructif, intéressant et une excellente réouverture ce lundi. Et je reste évidemment à votre disposition. Je vous souhaite une excellente journée à tous et je passe la parole à nos conférenciers. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur l'échevin. Donc, effectivement, quand nous avons été contactés il y a quelques jours, nous avons été très intéressés et très motivés d'essayer de répondre à toutes ces questions auxquelles nous assistons, tous ces débats, tous les soirs, tous les midis, toutes les fins de soirée sur le contexte général et qui est devenu notre vie au quotidien. Je pense que vous êtes les uns et les autres, comme nous, tous les jours en interrogation sur le contexte réel, ce qu'il y a lieu de faire, comment organiser notre vie, ce changement qui est là devant nous et que nous vivons en partie depuis des semaines, mais qui arrive dans une étape. Dès que la question nous a été posée, nous avons directement réagi en disant oui, bien sûr, avec grand intérêt, beaucoup de motivation de mon équipe que je remercie, puisque nous sommes tous concernés par rapport à ça. Et directement, on a dit, il nous faut un expert. Nous sommes des sortes d'experts du retail, mais nous ne sommes pas du tout d'experts de la matière qui guide tout aujourd'hui, tous nos gestes. Et donc, nous avons eu la grande chance d'avoir la participation du docteur Goffard et il nous a rendu les choses pour nous plus évidentes. Et donc, docteur, vraiment, merci beaucoup parce que c'est une période faite de doutes, c'est une période faite d'humilité permanente par rapport à des nouveaux repères. Et avant de dérouler des éléments plus techniques que nous avons préparés ensemble pour aider les commerçants, peut-être est-ce qu'on doit replacer ce moment du déconfinement dans un cadre plus global d'un retour à la vie, à une forme de vie dont nous ne contrôlons pas encore exactement les modalités. Oui, donc je pense que c'est vraiment important de remettre ça dans un contexte global après les 3 mois difficiles que l'on a vécu, difficiles au sein des hôpitaux et tout à fait particuliers pour l'ensemble de la population, où finalement la population n'a
pas pour beaucoup d'entre nous été confrontés à l'horreur que représentait le virus pour les personnes âgées, pour les personnes qui avaient des comorbidités et des problèmes de santé et qui finalement se retrouvaient hospitalisées et malheureusement souvent décédées à l'hôpital, en sachant que l'immense majorité de la population infectée devait être solidaire, même si elle ne prenait pas beaucoup de risques par rapport à l'infection. Ça, je vous parle déjà du mois de mars et du mois d'avril. Heureusement, ce mois de mai se présente sous un jour totalement différent. Le nombre d'infections a tellement diminué, et de façon drastique, même j'ai envie de dire beaucoup plus rapidement que ce à quoi on pouvait s'attendre en termes de nouveaux diagnostics confirmés en termes de frottis. Donc on est dans une situation où finalement les personnes qui s'occupent du déconfinement, que ce soit les médecins ou les personnes du domaine non médical qu'on ne doit pas négliger, se sont réunis en se disant c'est le bon moment. C'est le bon moment aussi parce que la vie doit continuer, les commerces doivent réouvrir, les personnes doivent vivre parce que, à côté de la catastrophe sanitaire qu'on a vécue, on ne doit pas rajouter une catastrophe personnelle, économique et qui pourrait mener à des conséquences à très très long terme pour certaines personnes. Et on doit le faire avec prudence, et avec prudence pour pouvoir diminuer au maximum le risque. C'est une réduction du risque maximum que l'on doit prendre pour protéger les commerçants, mais surtout aussi leurs clients qui passeront dans les magasins. Merci, docteur. Merci vraiment de ce moment, puisque nous sommes dans une phase et nous sommes dans notre but ensemble aujourd'hui, c'est d'arriver à vous donner à ceux qui nous écoutaient une sorte de checklist. Nous sommes parfaitement conscients que nous sommes le jour J moins 3 jours, que vraisemblablement vous êtes prêts. Si ce que nous allons vous remettre vous sert à avoir une confirmation que vous aviez bien décodé, bien compris, bien installé, ça sera parfait. Si vous entendez une idée complémentaire qui peut vous aider et vous rassurer, nous serons aussi satisfaits. C'est vraiment une sorte de checklist de décollage pour vous aider, en sachant qu'après, comme dans toute la réalité du commerce, après une journée, 2 journées, 3 journées, une autre réalité, la réalité du commerce de tous les jours, sera là et qu'elle devra être décodée pour voir s'il y a lieu d'adapter les modes de fonctionnement dans votre magasin par rapport à la réalité de ce qui n'est pas aujourd'hui décodable, l'interaction entre un comportement d'un client et votre manière de travailler et de vous protéger. Donc, c'est ça que nous allons essayer de parcourir ensemble avant de commencer les clics pour les supports. Je vais céder la parole à Elvina qui va vous donner quelques petits éléments pour que vous profitiez au maximum, je l'incite, vraiment au maximum de la présence du docteur. Oui, bonjour à tous. Voilà, lors de la présentation, il sera possible de poser des questions. Les questions, vous pouvez les poser via la fonction questions-réponses dans la toolbar en bas de votre écran. Nous répondrons aux questions orientées vers le virologue de manière orale. Les autres questions seront répondues de manière écrite directement dans la fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas vraiment à poser vos questions. Pour nous, c'est important. Il y aura également des slides avec des sondages lors de la présentation. Nous aimerions que vous puissiez y participer. Ainsi, voilà, on vous comprendra mieux et on saura dans quel secteur votre activité se situe précisément. Donc, merci de votre participation. Goedemorgen allemaal. De presentatie zal in het Nederlands verlopen, maar alle teksten zullen vertaald zijn in de slides. Dus als jullie vragen hebben, aarzel niet. Wij hebben een functie onderaan in de toolbar, question and answer. Dus aarzel niet om vragen te stellen voor de viroloog. Wij zullen die
oraal stellen aan hem. En voor de andere vragen zullen deze schriftelijk beantwoord worden rechtstreeks tijdens de presentatie. Bedankt voor uw medewerking. Tot later. Merci Elvina. Donc apparaît à l'écran le document que nous allons suivre. À mon écran, il n'est pas full screen, Margot. OK, merci, c'est parfait. Donc, vous voyez, on a repris plus en détail la responsabilité du docteur. Donc, je me suis terriblement habitué ces derniers temps en tant que spectateur attentif à des présences d'experts dans la presse et à la télévision. Ces présences ont un effet sur mon équipe, sur ma famille, sur moi-même, extrêmement rassurant. Après, il y a les interprétations et donc le fait que le docteur ait ce rôle clé est pour nous une forme de réassurance et de crédit. Donc, à nouveau, je vous remercie vraiment de votre présence. Avancer. Donc, bon, on a été en fait honoré d'être contacté par la ville pour laquelle nous ne travaillons pas. Nous sommes des acteurs de retail depuis, pour ma part, 40 ans, ça ne me rajeunit pas. D'abord 20 ans de votre côté, c'est-à-dire du côté commerçant, et puis depuis 18 ans en tant qu'agence. Nous travaillons pour des grands lieux, donc on a eu la chance de participer à Docs, à The Mint et grandement à City 2, mais nous travaillons aussi beaucoup pour des commerçants de toutes les formes. Et donc, plus que ça, quand j'en ai parlé avec mon équipe, c'est en fait, nous travaillons à Bruxelles, nous vivons pour la majorité à Bruxelles et nous sommes vos clients. Et donc, tout ça a fait un mix qui était relativement intéressant et qui nous a motivés parce que tout ce que nous entendions pour le moment était beaucoup, par rapport à des organisations qui font très très bien leur travail, des messages très importants, très génériques et qui étaient relativement faciles à appréhender par des grandes sociétés, par des réseaux de franchise, par des organisations et pour lesquelles on se dit, mon Dieu, comment est-ce qu'un indépendant, comme nous sommes aussi une petite PME, comment comprendre, comment adapter et comment on se met en place. Et quand on lisait que les indépendants, les petits commerçants de détail font preuve de créativité, on s'est dit, OK, on va essayer de donner quelques repères pour laisser guider votre créativité. C'est le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Oui. Donc, quasiment chaque thème est une mixité. Nous allons suivre tout le parcours du client le plus possible et nous allons chaque fois essayer de mettre votre magasin en perspective et chaque fois l'avis du docteur, en sachant qu'on a découvert que vous étiez, je pense, dans la zone concernée, 1500 commerces et par définition, un commerce en ville, puisqu'on est orienté par rapport à la rue, par rapport à la ville, c'est 1500 tailles de magasins, format de magasins, typologie de commerce, et donc c'est beaucoup plus compliqué de décoder. Donc ceci est un conseil général sur lequel vous devez interpréter et regarder comment vous pouvez les mettre en place. Oui. On va commencer par un petit sondage pour qu'on arrive à comprendre un petit peu qui est là et qui êtes-vous pour qu'on arrive à peut-être encore mieux orienter nos propos pendant l'heure que nous avons devant nous. Alors, la première question, c'est un petit peu, vous allez voir apparaître le sondage, c'est un petit peu déterminer dans quel type de métier vous êtes. Alors, vous devez donc vous pouvez apparaître le sondage, vous devez cliquer dessus pour qu'on arrive un peu à comprendre la pondération dans quel type de métier vous êtes pour qu'on arrive, nous, à peut-être adapter notre propos. Donc, je vous laisse
trouver le domaine dans lequel vous êtes et si vous pouvez cliquer dans la catégorie qui semble vous correspondre le plus. Margot, pour ma part, je vois la grille de sondage, je ne vois pas le résultat. Merci. Oui, donc comme on pouvait s'en douter un petit peu, nous avons de la mode. Donc vous allez voir qu'il y a un chapitre général et nous terminons ensuite avec une partie qui est plus spécifique par rapport à la mode. Oui, je vois effectivement qu'il y a 2 fois la même rubrique. Je suis désolé pour la coquille. Pour l'ORECA, vous devez juste savoir que, évidemment, l'ORECA est une thématique extrêmement ardue, que le lancement, le déconfinement est prévu plus tard et je ne peux que me douter que la ville organisera quelque chose qui est réellement adapté à cette problématique de l'ORECA qui est très, très, très spécifique. Merci. Deuxième interrogation que nous voudrions vous poser, c'est en fait, donc nous savons, comme EOS et les autres organismes et les centres commerciaux, tout le monde a tout pris en main et sont plutôt des grandes surfaces. Nous avons fait ceci en imaginant qu'on était dans la ville. La ville est constituée de façades de 7 mètres, 8 mètres, avec une profondeur variable. Et donc, on se demandait si vous êtes dans une préoccupation d'une très petite boutique, enfin très petite, il y a des boutiques qui existent de 25 mètres carrés, 50 mètres carrés, en dessous de 100 mètres carrés. Et donc, on avait besoin de comprendre qu'est-ce que vous avez à gérer. Donc, on parle bien de la partie, non pas celle qui est reprise dans votre bail, mais de la partie où vous allez être en contact avec des clients, donc la partie client. Donc, si vous pouviez aussi nous illustrer par rapport à ce point. Dus deze vraag is echt gericht van jullie verkoopsoppervlakte, dus buiten stockageruimte. Oui, donc en voyant les réponses, je suis d'autant plus satisfait par rapport au fait que nous allons avoir une grande partie, nous avons dans l'audience une grande partie des gens qui ont des surfaces, comme on s'imaginait un petit peu, qui sont des magasins plus petits et où les problématiques de faire son commerce est très différent que quand on dispose d'une très grande surface. Merci. Autre point que nous avons besoin, une boutique, ce sont des personnes, c'est des frais salaires avec évidemment au lancement une partie de chiffre d'affaires qui sera plus réduit, une partie compliquée puisque vous n'avez pas eu de revenus pendant une certaine partie pendant plusieurs semaines. Et donc, on a besoin de savoir est-ce que vous travaillez seul, enfin une personne de votre équipe, ou à 2, 3 ou plus pour qu'on arrive aussi à comprendre l'organisation en tant que personne physique dans votre point de vente, dont on sait qu'il y en a beaucoup qui sont en dessous de 100 mètres carrés. Oui. Donc, la plus grande moyenne, c'est effectivement 2 personnes. Donc, ça veut dire que dans le mode de travail, les parties distanciation sociale, indépendamment du client, la répartition entre vous est importante. On voit aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent seules. Et donc, il y a aussi, on n'est qu'à 12% avec plus de 3 personnes, ce qui ne nous étonne pas par rapport à la cible de ce que la ville nous avait demandé. Oui, tout à fait. Alors, les quartiers qui sont considérés, en fait,
on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus compliqué à préconiser des organisations, pas uniquement de votre point de vente, c'est-à-dire une fois qu'on a ouvert la porte, mais de ce qui se passe devant votre porte, qui tout d'un coup devient concernant. Et les quartiers ont chacune des typologies différentes. Votre rue de commerce, ça peut être un piétonnier, ça peut être une place, ça peut être une rue avec un trottoir étroit, ça peut être beaucoup de choses différentes. Et donc, si vous pouviez aussi nous donner un petit peu les endroits en fait où est votre boutique. Bien. Donc, il y a quand même une couverture il y a une belle répartition. On voit qu'il y a, ce n'est pas étonnant non plus, beaucoup de commerces qui se posent des questions, qui sont autour, qui se posent des questions, qui sont présentes ce matin, qui sont autour de la Grand Place. C'est des configurations de rue. Donc, en fait, c'est là que par rapport aux propos qu'on va vous donner, vous devez arriver à les interpréter par rapport à votre rue qui sera devant vous. Parfait, merci. Alors, autre point, c'est les modes de commerce que vous avez. Donc, on a vu ces derniers temps que notre comportement pour aller au supermarché, donc dans l'alimentaire, que ce soit dans une boutique de quartier, soit dans une grande surface, l'éducation collective et dans les grandes surfaces, l'utilisation d'un caddie qui est devenu comme une sorte de règle, comme si on avait tout le temps un maître devant nous qui nous rassurait dans notre déambulation, faisait qu'on arrivait plus ou moins à se guider. En boutique et en centre-ville, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, quand on fait des magasins, on a toujours des configurations. Donc, le schéma A, c'est un schéma où, en fait, le comptoir est une barrière physique. Ce n'est pas une barrière hygiénique, mais vous êtes derrière un meuble et on serait curieux par rapport à ceux qui sont là si vous êtes plutôt dans cette configuration. La configuration du milieu est une configuration où, oui, il y a bien un comptoir où vous pouvez être en majorité du temps, mais il y a aussi une interaction qui est possible. Par exemple, la presse, des choses pareilles. Le client peut faire son shopping seul, mais il peut être nécessaire que vous interveniez. Et le modèle de droit, c'est tout à fait un autre modèle où, en fait, vous devez être dans le parcours du client pour l'aider parce que c'est le modèle de vente. C'est beaucoup plus celui lié notamment pour la mode, mais aussi pour les fleuristes, aussi pour les lunettes. Enfin, il y a des métiers qui sont dedans. Donc, est-ce que vous pouvez également nous orienter par rapport à ceux qui nous écoutent dans quel type de schéma vous êtes dans votre quotidien? Plutôt tout le temps derrière un comptoir, plutôt dans une situation mixte ou extrêmement exposé à la relation avec le client pour bien faire votre commerce? Oui, c'est bien ce qu'on imaginait. Le schéma de gauche est un schéma très alimentaire, boucher, boulanger, etc. Vous êtes bien dans un schéma où il y a une interaction avec le client et que donc les gestes sanitaires sont les gestes que nous devons essayer de mettre en configuration pour vous permettre de tenir. Vous commencez un marathon. Vous commencez, c'est le début d'un marathon et donc c'est ça tout le fondement
de ce premier webinaire. D'accord? Alors, maintenant qu'on voit qui vous êtes, on le comprend. Je suis rassuré que le contenu qu'on a préparé est adapté. Donc, c'est ce qu'on pensait qui nous était demandé, c'est-à-dire plutôt des boutiques petites avec pas des grosses équipes, plutôt en interpellation permanente avec le client. Il y a un certain nombre de règles. Oui. Donc, la ville vous a envoyé ou vous envoie ceci. Donc, pour le moment, je trouve quand on nous a contactés, il y a incroyablement de nombre de règles. Au début, on nous en avait donné 3. OK, c'était facile à mémoriser et s'approprier. Une fois qu'on rentre dans le commerce, il y a, dans la période de confinement qu'on est là, tout d'un coup, ce sont des règles partagées et c'est un peu plus compliqué. Donc, il y a des éléments que nous n'allons pas expliciter. Restez à la maison si vous êtes enrhumé, ça paraît évident. La distanciation, on va en parler. Les mètres carrés par personne, on va en parler. La notion du temps pour un client dans une boutique extrêmement compliquée. Guider les clients dans votre boutique alors que normalement son comportement est complètement aléatoire, on va vous en parler. Que le client vienne seul, c'est d'éducation. On ne peut pas intervenir. Encourager le paiement électronique, ben, oui, et bon, certains appareils ont monté le niveau de dépense, mais c'est jusqu'à 50 €. Et donc, normalement, dans vos boutiques, vous pouvez avoir des achats de manière un peu plus conséquente et donc il y a une manipulation avec l'appareil. Les règles d'hygiène, les renforcer, on va en parler. Le port du masque. Donc, en fait, vous allez avoir ces éléments qui sont pris, ce que vous devez suivre. Et puis, le deuxième élément que vous avez reçu et qu'on va partager, c'est les messages à vos clients. Le plus compliqué à faire. Donc, ce n'est pas vous qui allez pouvoir leur dire faites vos courses seuls, ne rentrez pas à deux. Très compliqué, vous allez commencer à faire la police dans votre relation commerciale. Désinfecter, on va en parler. On parle bien désinfecter. On ne dit pas laver. C'est une nuance que le docteur mettra en évidence. On ne parle plus de laver vos mains, on parle de désinfecter. Je le dirai 10 fois s'il faut. C'est ce qui m'a appris, c'est désinfecter, pas laver. Hein. Éviter les contacts, c'est naturel. Quelque chose de très compliqué à gérer, c'est le client doit écouter le membre du personnel. Notion très aléatoire. On a pu constater déjà des formes de stress dans la relation, donc c'est très compliqué. Nous avons parlé avec des amis commerçants sur comment elles l'avaient vécu. On sait que c'est présent. Les mètres carrés, c'est relativement facile. Le temps, on va vous en parler. Et puis, on va vous illustrer tous ces éléments-là. Donc, ce sont des éléments que vous recevez. Ça doit être votre checklist de dire est-ce que j'ai pris tout ceci en considération dans mon organisation de magasin. Oui. Alors, on parle beaucoup pour le moment du magasin et du client qui vient dans le magasin, mais votre vie, ce n'est pas que ça. Hein. Il y a de la marchandise qui doit arriver. Ça commence là. Et donc, ce point a été partagé avec le docteur, c'est le premier point. Il y a quelque chose qui vous est livré. Donc, vous voyez, là, clairement, docteur, le port du masque, normalement, en tout cas, il est recommandé et il doit être suggéré par rapport à l'interaction avec les gens qui vont venir livrer. Oui, donc je ne sais pas si vous voulez que j'intervienne, non. Oui, tout à fait. C'est important parce que le livreur et finalement le vendeur auront des interactions qui seront probablement plus proches aussi, parfois, parce que c'est inévitable. Donc, le masque, s'il peut être porté dans cette période courte de livraison, il vaut vraiment la peine. Voilà. Donc, dans l'interaction entre je reçois un paquet et vous donne quelque chose à remplir ou quoi, respectez, ayez toujours en tête cette distance. Et un autre point, docteur, que nous avons partagé, c'est est-ce que la marchandise doit être déposée devant la porte
ou est-ce qu'on peut autoriser le vendeur, le livreur, à rentrer dans leur espace? Donc là aussi, de façon pratique et en fonction des situations dans lesquelles les vendeurs, les livreurs se retrouvent, il n'est pas toujours possible de ne pas faire rentrer les livreurs dans l'espace. Le tout, c'est de pouvoir respecter de nouveau les distances autant que possible, donc en pouvant livrer jusqu'à l'endroit sans avoir de contact entre les personnes, évidemment. Et également de respecter toujours l'hygiène des mains, qui est quelque chose d'essentiel si on porte par ailleurs un masque. L'hygiène des mains est bien plus efficace que les gants. Donc, c'est important aussi de le dire parce qu'on voit souvent des livreurs qui portent des gants. Les gants, imaginez, vous touchez, vous les gardez toute la journée, mais vous ne les désinfectez pas finalement. Mettre de la solution hydroalcoolique sur les gants, vous ne le voyez pas. Tandis que vos mains, vous pouvez les désinfecter 10, 15, 20, 30 fois par jour et ça doit être un réflexe. Après chaque contact, j'ai 2 pressions sur le gel hydroalcoolique pour désinfecter mes mains. Ça met exactement 10 secondes, c'est très rapide, contrairement au lavage des mains où il faut aller à un endroit où il faut utiliser du savon, où il faut le faire longtemps. Donc, désinfection constante, bien plus efficace que les masques. Et le livreur peut rentrer dans le magasin en respectant la distanciation par rapport aux clients et par rapport aux vendeurs à chaque fois que c'est possible. Donc, ça a été un point pour nous extrêmement important par rapport à des messages. L'optimum, il doit venir avec un masque. Il doit enlever, s'il rentre dans votre espace, il enlève ses gants. Vous lui donnez un désinfectant. Clic, clic, il désinfecte ses mains. Il porte le colis dans votre endroit. Il repart. Clic, clic, il part. C'est quelque chose que nous n'avions pas entendu. On voyait des gants, des gants. Non, le docteur est clair. Le gant n'est pas une protection, c'est mieux de leur demander enlevez vos gants, scrouch, scrouch, rentrez, faites votre travail, mettez le paquet là où vous voulez qu'il le porte, il repart, il nettoie ses mains, il met ses gants. Oui? Alors, il y a la suite, c'est le paquet. Donc, qu'est-ce qui se passe et quel est le danger par rapport au paquet? Comment est-ce qu'on gère le fait que toute votre marchandise arrive dans des paquets et puis il va devoir aller le rayon? Je vous laisse à nouveau réexpliquer. Donc là aussi, on reste dans la même logique et en fait, les messages sont toujours les mêmes. Et parfois, en effet, comme vous l'avez dit au départ, on a tellement d'informations qu'on a l'impression que c'est compliqué. En réalité, c'est toujours la même chose. Lorsque je vais commencer à faire quelque chose, à toucher quelque chose, ou à même être en contact plus ou moins, elle va commencer à faire quelque chose, elle se désinfecte les mains avant et après l'emballage. Elle a terminé de faire quelque chose, elle se redésinfecte les mains vu qu'elle a touché un nouvel objet. Donc à chaque fois, ça doit vraiment être quelque chose d'obsessionnel. Je fais ce que j'ai à faire, mais j'ai commencé par me désinfecter les mains et dès que j'ai terminé ce que je faisais, je pense à me redésinfecter les mains parce que j'ai touché certains objets. C'est vraiment la même chose. Que l'on soit le vendeur, qu'on soit le livreur ou qu'on soit un simple client qui va rentrer dans le magasin, c'est toujours le même réflexe qui doit être là. Même s'il y a une transmission qui est respiratoire, il y a aussi une transmission par le contact. Et donc, cette désinfection des mains est essentielle. On tape dessus évidemment très très fort. On va insister lourdement, mais je pense qu'au moins vous ne l'oublierez pas et ce sera un réflexe pour tout le monde. Moi, pour nous, c'est devenu une évidence. Le gant n'est pas la protection. On peut tout faire pour autant qu'on lave tout le temps avant et après. Et donc, dans votre mode de commerce, vous pouvez aussi livrer. Si c'est vous ou vous le confiez à quelqu'un, bien, vous lui demandez de respecter ça. Donc, le gant n'est pas l'outil protecteur. À l'inverse, vis-à-vis de vos livraisons, vous arrivez chez votre client, vous frottez vos mains, vous déposez le paquet et vous repartez. Donc, c'est comme ça qu'il faut arriver à faire de ce petit outil de désinfectant, ça devient votre allié permanent. C'est votre objet de compagnie. Comme votre GSM l'est devenu, ben lui, il doit le devenir aussi. Il doit être tout le temps avec vous.
Docteur, une question. Oui, excusez-moi, une question, voilà. Il y a un commerçant qui se pose la question si la boîte peut contaminer quelqu'un par la respiration. Est-ce que là, c'est possible? C'est une question essentielle, évidemment. Donc, lorsque le virus se retrouve sur des surfaces inertes, que ce soit la boîte où il ne va pas vivre longtemps ou des surfaces où il pourrait rester plus longtemps, comme du plastique ou du métal, il ne se remet pas dans l'air, donc il ne peut pas contaminer par la respiration. Vraiment, par la respiration, c'est vraiment les postillons, c'est le fait de parler, de tousser, de cracher et d'avoir dans l'air des mini-gouttelettes qui sont porteuses du virus. Une fois que le virus s'est déposé sur les surfaces, il ne retourne pas dans l'air, il n'y a pas moyen qu'il soit de nouveau sous forme de gouttelettes, et donc on ne peut pas l'avoir au niveau de la respiration. Comment se fait alors la contamination par les surfaces? C'est parce que je la touche. Et comme vous le savez, on n'arrête pas de se toucher le visage, le nez qui gratte, la bouche où on se recoiffe ou ce genre de choses. Donc, on touche son visage en ayant contaminé ses mains. C'est comme ça, en fait, que les surfaces contaminent les personnes. Et donc, pas du tout parce que le virus rentre dans l'air, mais uniquement parce qu'on le touche et on le porte avec nos mains dans les voies respiratoires ou au niveau de la bouche. D'où cette importance de la désinfection des mains dès qu'on a touché et fini de faire quelque chose. Nous en avons fait, merci vraiment pour cette question, nous en avons fait une thématique particulière, et donc parce que nous voyons dans des images qu'on voyait diffusées des tas de commerçants qui étaient occupés à frotter, frotter, frotter partout, partout, partout. C'est quasiment inimaginable dans le commerce de détail de commencer à vouloir frotter tous ces produits. Enfin, il y a une limite à la réalité à ça. Et donc, la règle est assez simple. Hein. C'est ce que le docteur vient de dire. C'est la main. Et donc, ça, c'est beaucoup plus gérable pour un commerce. Oui. Donc, dans le parcours client, vous allez être surpris, mais pour nous, tout commence par la rue. Donc, l'extérieur. Donc, dans le parcours client, donc pour le moment, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que nous sommes tous relativement disciplinés parce que nous sommes dans des achats d'utilité, se nourrir, et que ce soit sur des grands parkings, la gestion de la file est aisée, ou si on est dans la ville, il n'y a que des boutiques alimentaires, un petit épicier, etc., qui sont ouverts. Et donc, en fait, on s'étend de manière très disparate et ça ne pose pas de souci. C'est normal, il n'y a personne dans les rues. Donc, le contexte va changer. Et donc, si on peut cliquer, vous avez tous les messages qui sont là. Donc, nous en avons identifié, donc, que vous recevez. Vous avez le message général. Vous avez l'information qu'il faut donner au client. Et donc, par rapport à votre calcul, il faut écrire le chiffre. Donc, informez votre client du nombre de personnes qui peuvent rentrer. Et nous recommandons également de rester dans ce qui est votre mode de comportement. On sait que pour les personnes enceintes, pour les 65 et puis pour les personnes à mobilité réduite, ils doivent pouvoir être dans une gestion de file un peu comme à l'aéroport, mais nous ne sommes pas éduqués à ça aujourd'hui, permettre des flux. Donc, le calcul qui est écrit en dessous d'une personne par 10 mètres carrés, ça vous comprend. Hein? Donc, s'il vous plaît, c'est bien le nombre de personnes physiques qui seront dans l'espace. Hein? Donc, ne faites pas cette erreur de compter uniquement ce qui sera disponible par rapport aux clients. Oui. Alors, quel est tout cet enjeu? C'est que nous allons devoir éduquer la rue. Nous allons devoir éduquer des gens qui sont normalement dans un moment de commerce plutôt de plaisir, d'achat, et nous devons éduquer la rue. Vous avez reçu de la ville les posters, les affiches et les informations. Comment arriver à ce que le client qui est dans la rue soit rassuré
et éduquer, eh bien, une des manières de faire, c'est de poster, d'afficher tous au même endroit, donc d'insister que votre voisin de gauche, de votre voisin de droite, et comme ça que votre rue s'éduque, de mettre les informations tous au même endroit, pas sur la porte d'entrée, juste sur l'élément à côté, que vous soyez une boutique à grande transparence ou à petite comme elles sont illustrées, mettez-le. Nous vous avons donné la hauteur, nous vous avons donné une recommandation. Nous sommes convaincus que la répétition sera très importante pour que le client se dise « Ouh, ici, je peux faire du commerce, mais ils se sont organisés. » C'est aussi pour ça que la tonalité graphique qui a été prise par la ville permet que l'œil le capte. Et donc, c'est un repère, c'est une balise. Je ne dis pas que ça va être comme les feux rouges, mais dans une rue, si vous répétez tous dans votre rue ce même signe, vous commencez à donner un repère et vous commencez à éduquer les gens. Nous sommes là pour éduquer les personnes. Ce qui n'était pas notre rôle de commerçant dans la rue, ce n'est pas nous. Dans les centres commerciaux, ce n'est pas nous. Vous êtes dans la boutique. Ici, vous devez informer vers l'extérieur. Un autre constat qu'on a eu, comme vous aurez donné l'information du nombre de personnes, vous devez, si possible, pour détendre les clients et faire qu'ils s'arrêtent, qu'ils acceptent d'attendre, parce que dans l'alimentaire, c'est un besoin fondamental. Dans les autres types de commerce, c'est un besoin plus de se faire plaisir, peut-être de besoin aussi. Essayez de préserver la transparence, qu'on puisse évaluer le nombre de personnes. Donc, ne sortez surtout pas tout, comme à la droite, tous des éléments sur votre trottoir. Ce n'est absolument pas à faire. Et pour la sécurité de la transmission par les mains, comme l'a dit le docteur, et pour favoriser la transparence. Permettez de voir combien de personnes il y a dedans, ça va détendre vos clients. Éduquer la rue sur la préservation de la distance. Dans les discussions, docteur, vous avez confirmé tout le temps cette notion de distance à respecter. Oui. Alors, pour bien la comprendre, il faut comprendre en fait le mécanisme. Si vous devez imaginer que lorsqu'on est contagieux, il ne suffit pas d'une particule virale pour être infecté. On parle d'une notion qu'on appelle un inoculum, c'est-à-dire une quantité de virus qui doit rentrer dans la personne qui sera contaminée pour que l'on se contamine. Plus vous êtes près les uns des autres, plus lorsque l'on parle ou lorsque l'on tousse ou lorsqu'on a finalement cette aérosolisation du virus, plus il sera concentré quand on est près et de plus en plus dilué quand on s'éloigne. Au-delà d'un mètre et demi, plus pour pouvoir être infecté. Donc ce sont des contacts proches et prolongés qui font qu'on a suffisamment qu'on augmente le risque d'avoir une quantité de virus suffisante pour être infecté. Donc cette distance est une distance de sécurité pour diminuer la concentration de virus autour de soi. Donc, nous entendons ce message depuis des semaines. Nous l'avons, je pense, tous assimilé. Comment le faire devant votre boutique pour gérer votre file d'attente? Donc, vous voyez sur les schémas, il ne faut pas commencer. Nous avons constaté que pour le moment, beaucoup de gens commençaient la file devant votre porte. Non, ils doivent commencer à gauche de votre porte. Donc, vous pouvez, dans une phase de démarrage, et nous sommes très conscients que les trottoirs en ville peuvent être des pavés, peuvent être des tas de matière, qu'il y a de la poussière, que les rues sont nettoyées et que donc l'efficacité d'un marquage par bande adhésive ou quoi au sol a une durée de vie limitée. Nous en sommes conscients et c'est bien ça qui est compliqué. Mais en tout cas, dans une phase de démarrage, nous vous recommandons à nouveau avec des règles. Vous prenez l'axe de la porte, vous comptez 1,50 m, vous mettez simplement 2 informations. On peut imaginer que le client va comprendre. Si vraiment votre sol est impossible, vous pouvez, comme sur le schéma de droite, utiliser le bas de votre vitrine comme un repère.
Nous, vous les avons mis dans une couleur frappante, de telle manière que, à nouveau, toute la rue, votre voisin de gauche, votre voisin de droite, vous arriviez à installer ces sortes de bornes de parcours client pour que nous les approprions intellectuellement et que nous le respections. Et donc, il faut arriver à installer ça devant votre vitrine parce que c'est une partie de votre confort après et de sécurité par rapport aux gens qui rentrent. Dans la partie de Voilà la question qui est l'organisation, posée. Dans le cas où vous ne m'entendez pas, oui, il y a une question. Voilà, il y a une question. Si le trottoir est très étroit, vraiment cette gestion au niveau circulation des piétons plus la file, voilà, il y a un commerçant qui se pose quand même la question comment ça peut se gérer au mieux. Bon, c'est sûr qu'il va falloir s'adapter au niveau aussi sécurité par rapport à la rue et voir comment ça peut se faire. Ouais. Donc, notre recommandation par rapport à ça, votre vitrine, vos clients doivent se coller à votre vitrine. Et pour le moment, ce n'est pas ce qui se passe. Nous avons remarqué que les gens, selon le type de rue, attendent plutôt du côté du soleil, ne font pas le lien physique entre votre vitrine et l'endroit où je peux me mettre pour essayer de laisser un passage. Après, docteur, imaginons que je suis statique contre une vitrine, le trottoir peut être étroit et il peut y avoir deux sens d'avancée. Est-ce que le risque dans cet endroit-là est si énorme? Il ne faut pas oublier la notion de temps qui est importante. Donc, un passage, il n'y a rien à faire. On ne doit pas tomber dans une parano complète quand on est dans un grand magasin déjà qui sont déjà ouverts. On croise des gens. On croise et on passe là où ils sont passés. Et on sait que c'est vraiment à très faible risque. C'est le fait d'être statique au même endroit pendant une période de 15 minutes. On met cette limite à 15 minutes qui augmente très fortement le risque d'acquisition. Quand je dis très fortement, pour autant qu'il y ait du virus, que la personne soit très contagieuse, etc. Donc, il ne faut pas avoir du virus partout. On est dans une situation où, heureusement, le nombre de personnes porteuses du virus est très, très bas pour l'instant. Donc, vraiment, le temps est quelque chose d'important. Donc, le passage sur le trottoir et on se croise peut ne pas être problématique, même si la distance d'1,5 mètre n'est pas respectée. Cette distance d'1,5 mètre est dans la file, justement parce qu'on est statique. Merci, docteur. Oui. Autre conseil, essayez avec vos voisins de gérer la file parce que si vous avez la chance, on prend une boutique, vous avez une façade de 7 mètres, la porte prend 1,10 m, il y a 2 personnes qui peuvent se mettre, vous avez la chance qu'il y ait beaucoup de clients qui sont désireux de venir chez vous, mais vous avez un voisin. Il ne faut pas que la file, votre file, déborde chez le voisin et soit source de conflit. Donc, avec vos voisins, organisez la file avec votre voisin d'autre et votre voisin de droite, si possible dans le même sens. Donc, vous devez vous rendre compte, pour nous, la modification de votre métier, c'est que tout d'un coup, votre vitrine était uniquement quelque chose qui servait à faire rentrer les gens. Aujourd'hui, votre morceau de trottoir est quelque chose qui fait que votre client vous en préoccupez depuis l'extérieur, avec ces quelques principes. Oui. Juste une petite idée, mais c'est juste parce qu'on voulait mettre un petit moment de détente aussi. Il pleut en Belgique. Bon, pour le moment, on est dans des périodes invraisemblables. Si vous voulez vous payer quelques petits parapluies à votre marque, OK, on pourrait le faire. Bon, après, docteur, si on met des parapluies à disposition. Si on les désinfecte, il n'y a pas de souci. Mais c'est difficile de gérer la file à l'extérieur, j'imagine, quand on est un commerçant à l'intérieur, et donc de s'occuper de la désinfection des parapluies. Donc, aux clients de se protéger, je dirais, il vaut mieux. Très bien. Oui. Maintenant, on rentre chez vous. Donc, vous avez géré la rue, rentrez chez vous
vous allez découvrir, on rentre, on se désinfecte les mains, on quitte, on se désinfecte les mains. Donc, votre poignée de porte est fondamentale. Donc, tout ce que vous pouvez imaginer comme aide à ouvrir la porte sans utiliser ses mains est important. Et sinon, docteur, la recommandation qui a été écrite? C'est toujours se désinfecter, évidemment, les mains, mais aussi désinfecter les poignées de porte, on dirait régulièrement, comme les surfaces. Quand je dis régulièrement, ça peut être matin, midi et soir, par exemple. Redécouvrez vos coudes. Nous avons fortement l'habitude, dans le milieu médical, de fermer les robinets avec nos coudes, d'ouvrir les portes avec nos coudes, avec nos fesses, etc. De nouveau, c'est parce que se toucher le visage avec le coude, c'est pas évident. Ça, vous en conviendrez. Donc, honnêtement, essayez autant que possible de pouvoir utiliser vos coudes, vos fesses, etc. lorsque vous touchez les portes pour les ouvrir. C'est un message qui passe pas beaucoup dans la population générale. C'est un peu dommage. Je pense qu'on devrait essayer de le faire passer plus souvent pour qu'il pousse votre porte d'entrée du magasin également de cette manière-là. Docteur, une question. Faut-il désinfecter également la vitre, donc la vitrine, car les gens vont s'y coller en faisant la file? C'est une question. Mais les gens mettent rarement leurs doigts sur des vitrines. Là aussi, c'est peu les mains. Ils vont se coller, oui, mais avec les vêtements, les coudes, là où le virus ne va pas rester très très longtemps et sans risque de contaminer les uns les autres. Donc voilà, il faut rentrer dans quelque chose qui est réaliste et qui diminue au maximum le risque. Le risque est tellement faible sur la vitrine elle-même que ça ne doit pas être une obsession. Il vaut mieux se dire et focaliser sur son attention, sur la désinfection de ses propres mains, la désinfection des mains des clients et les désinfections des surfaces où l'on s'appuie ou que l'on prend, telles que les planches de porte, etc. Et la désinfection de ces surfaces, justement, peut-elle se faire avec du Dettol médical, me demande-t-on, ou de l'eau avec une dilution de Javel dedans? Les deux fonctionnent bien, hein, aussi bien l'eau de Javel pour désinfecter les surfaces, soit dans le milieu médical. Donc le Dettol fonctionne bien. C'est un virus fragile, hein. Il n'a pas l'air, quand on voit comme il nous embête depuis longtemps, mais c'est un virus enveloppé assez fragile qui se désinfecte facilement avec beaucoup de produits. Vous nous aviez parlé aussi des lingettes. Donc effectivement, les lingettes peuvent, peut-être un peu moins écologiques, mais peuvent être utilisées. Je pense en effet c'est moins écologique, mais donc il y a deux choses qu'on peut utiliser, soit des sprays épacés, mais quand même avec un papier à usage unique qu'on va jeter après, soit de ces lingettes qui sont disponibles et qui désinfectent bien. Ça a beau ne pas être écologique, on est dans une période qui est finalement transitoire et on peut se donner bonne conscience en disant qu'on a tous découvert le vélo électrique, la marche, etc. Donc ça va aller mieux. Merci. Très bien. On peut avancer. Donc, le parcours du client à l'intérieur, je pense qu'on vous le répète depuis le début. On rentre, vous installez la possibilité pour votre client de se désinfecter. Après, la solution, il y a des tas de technologies. Nous vous laissons le soin. Vous pouvez le mettre au mur avec des possibilités que ce soit juste déclencheur. Ça, c'est des investissements. Nous avons plutôt concentré en disant, OK, comment est-ce qu'on peut s'installer? Vous mettez un support, vous mettez un thé autour pour que y soit, vous mettez le désinfecteur. Je pense que le docteur le répète, votre éducation, c'est d'abord ça. Et quand on voit que vous êtes seul ou à deux, donc peut-être qu'au début, vous devez avoir la personne devant, celle qui va être dans la vente, le plus proche possible de la porte pour dire désinfecter, désinfecter. Peut-être que ça doit se passer comme ça dans les premiers jours, mais c'est le premier geste. N'oubliez pas, c'est facile de dire bonjour, désinfectez-vous les mains, par exemple. Le bonjour va avec le désinfectez-vous les mains.
C'est une des clés les plus importantes qui ont été dites. Et donc, mettez-la en scène. Oui. Après, il y a le parcours du client. Qu'est-ce que nous avons entendu? Oui. La première notion qui nous a été rendue évidente, c'est que le client aura fait son tour, mais ce qu'il faut favoriser, c'est qu'entre le moment où il a payé, emballé et qu'il part, c'est le chemin que vous devez tracer. Donc, une fois, docteur, que le client a fait son shopping et qu'il a terminé, il faut qu'il parte. Donc, configurez bien votre chemin au sol, hein, en guidant, en imaginant où est mon comptoir par rapport à la porte et tenant compte de ça, donc d'abord organisez le flux de sortie et tenant compte de ça, guidez-le dans le parcours puisqu'il est recommandé d'essayer de guider les personnes dans votre magasin. Donc, docteur, c'est ce que vous avez mis. Il faut oui, essayer au maximum d'éviter les mouvements aléatoires des personnes, parce que c'est ça qui est problématique. Quand on est dans un flux constant, qui va toujours dans la même direction, c'est plus facile évidemment de gérer, d'éviter des contacts qui soient rapprochés et prolongés. Lorsqu'on est dans quelque chose d'aléatoire, le browsing que font souvent les clients dans certains types d'enseignes, c'est parfois problématique. Donc, essayez, si c'est possible, de mettre les rayons de manière à forcer le client à passer. Ça peut être utile d'ailleurs pour aussi parfois forcer la vente ou forcer la mise en évidence de produits, mais ça vous connaissez mieux moi, évidemment. En tout cas, nous nous sommes mis dans un contexte où des investissements dans les meubles et des choses ne paraissaient pas à ce stade élevé pour vous. Et donc, la seule chose, c'est que, c'est le slide suivant. Oui, Margot, tu peux changer. Donc, il y a une information que vous avez reçue qu'il doit être passé. Donc, pour le moment, c'était aisé, mais il faut quand même se rendre compte que son corps est un cylindre et qu'autour de moi, j'ai une sorte de cylindre. Donc, utilisez cette distance pour vous. Et donc, docteur, par rapport, puisque nous avons vu que la majorité des modèles qui sont occupés à nous écouter, c'est comme il est représenté ici, une personne, enfin 2 personnes qui travaillent. Comment protéger ces personnes qui sont dans le magasin? Alors, tout dépend évidemment des rôles des personnes, de la configuration évidemment du magasin, etc. Là aussi, la distance et la définition des rôles est quelque chose qui est essentiel, notamment pour savoir qui aura désinfecté la surface, quand est-ce que ça aura été fait et qui ira en contact avec le client. Essayez de ne pas multiplier les contacts, c'est-à-dire qu'il y ait une personne qui s'occupe du client va continuer à s'occuper du client et qu'on n'ait pas le deuxième employé qui aille du coup aussi s'occuper du client. Je pense qu'il faut essayer de garder la bonne distance le plus possible. Idéalement, il faudrait que les clients portent un masque. On sait que c'est recommandé, mais que ça n'est pas obligatoire. Si j'ai bien compris, j'espère que le sens civique des clients, ça c'est essentiellement le masque en fait sert à protéger les autres personnes. Contrairement à ce qu'on croit, le masque on ne le porte pas pour soi-même, on le porte pour protéger les autres. C'est pour éviter que quand on parle, quand on tousse, quand on crache, on excrète du virus. Par contre, ça n'empêche pas que le virus rentre par le côté dans ces masques qui ne sont pas hermétiques, c'est-à-dire les masques chirurgicaux. Par contre, ça protège bien de l'excrétion du virus. Donc là, c'est surtout les clients qui devront, j'espère, porter le plus possible le masque et le porteront pour protéger les commerçants. Et est-ce que vous recommandez, dans la mesure, dans la phase de démarrage, est-ce que vous recommandez que le vendeur ait le masque, mais aussi certaines choses qu'on a vues apparaître avec des sortes de visières?
de nouveau, nous portons les visières avec des masques FFP2 pour se protéger lorsque les personnes sont infectées, tous crachent et qu'on s'en occupe à l'hôpital. Les visières étaient là pour protéger nos yeux parce que le virus peut aussi rentrer par les conjonctives malheureusement. Mais dans un contexte de vie de tous les jours, pas avec des personnes malades qui viennent chez vous, ça n'a pas beaucoup de sens. On n'est pas dans le même type de protection. Ok, parce que je l'ai vu apparaître dans certains films de grande chaîne et je me demandais effectivement si c'était une information qui était devenue à ce point important. Donc, pas de gants, désinfectés, pas lavés, mais tout le monde a un masque, en tout cas pour les gens qui travaillent. Et puis, est-ce qu'il fallait pousser jusque-là? Donc, Non, donc ça, non, clairement, ce n'est pas une recommandation qui a du sens. Donc, si par contre, comme vous le voyez dans le document, si vous pouvez, si vous êtes deux, vous dire que mon rôle est d'être à la caisse et mon rôle est d'être dans le parcours du client, et vous limitez déjà votre interaction comme le docteur l'a demandé. Donc, je ne sais pas si dans votre organisation ou magasin, c'est possible, mais ça peut aller dans le sens de vous protéger l'un à l'autre par rapport au fait que si vous êtes à deux, ben vous êtes beaucoup dans le même endroit. Docteur, pour revenir sur justement le masque, quel type de masque faut-il acheter? Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme recommandation pour estimer qu'un masque est conforme finalement? Donc, toute couverture de la bouche, que ce soit un masque, un bandana ou autre chose, diminue le risque d'aérosolisation et de gouttelettes que l'on excrétera et protégera un peu les autres. Les masques chirurgicaux sont les seuls masques, entre guillemets, médicaux que l'on doit utiliser à l'extérieur. Les masques, de nouveau, FFP2 sont en pénurie très importante et là aussi sont totalement impossibles à porter correctement sur de longues périodes. Donc là aussi, il s'agit d'une fausse protection. J'ai bien expliqué, quand vous avez un masque qui est hermétique sur la bouche, vous n'allez pas le tenir longtemps. Vous allez le toucher, vous allez l'enlever, vous allez le remettre, etc., qui sont tous des gestes où vous risquez à chaque fois de vous contaminer. Donc c'est le côté parano où on fait pire que mieux. Quand nous sommes à l'hôpital, nous savons que nous avons pour les patients qui sont contaminants, nous mettons ces masques FFP2 pendant une période courte et nous en changeons régulièrement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une telle pénurie pour pouvoir les retirer de manière adéquate, etc. Ici, on est dans une logique qui est très différente. Il y a peu de virus qui circulent. Nous nous protégeons chacun d'un portage asymptomatique en portant un masque chirurgical. C'est important quand nos patients contaminés vont faire un examen, une radiologie ou doivent être opérés, etc., on leur met un masque chirurgical à eux pour éviter qu'ils contaminent les autres. Donc on est dans une situation tout à fait différente qui montre que ça protège bien de la contamination des autres. Voilà, d'où l'importance de porter le masque pour chaque citoyen lorsqu'il va dans un commerce. Docteur, je pense que la question est sans doute liée aussi à ce qui s'est passé ces derniers jours avec la vente des types de masques dans les grandes surfaces. Et sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de formes d'accusation par des consommateurs sur la qualité du produit qui leur avait été vendu. Ouais. Et donc, je pense que nous sommes tous devenus un peu interrogatif sur oui, mais est-ce que j'achète le bon produit? Et ça, nous sommes un peu perdus sur. Nous entendons bien, nous devons porter notre masque, nous espérons que les clients le fassent. Après, on a une interrogation en tant je travaille dedans avec mon équipe, est-ce que j'ai le bon produit pour me protéger? Là, de nouveau, il est dommage que tous les masques ne soient pas arrivés à temps et soient distribués avec un certain contrôle de qualité, etc. C'est ça qui aurait dû être fait pour l'ensemble de la population. Plutôt, il ne faut pas oublier que la nature humaine est ce qu'elle est. Il y a ceux qui portent les masques pour soigner les gens, et il y a ceux qui spéculent sur les masques et n'en ont rien à cirer de laisser mourir d'autres personnes. Donc, on est dans une situation où, malheureusement, oui,
il y a des masques où vous avez l'impression que dès que vous lavez, il va être tout mouillé, tout à peine hermétique, etc. Et il y a d'autres masques qui sont de meilleure qualité. Vous donnez comme ça une règle, si vous saviez à quel point on s'est débattu dans les hôpitaux pour essayer d'avoir des masques de qualité et à quel point même dans les hôpitaux, on s'est fait arnaquer à de nombreuses reprises et peu aidé à certains moments par tout l'appareil qui aurait pu nous aider. Voilà, c'est encore plus difficile, je pense, pour un citoyen d'aller dans un supermarché en ne sachant pas ce qui est vendu. Mais quel est le repère qu'on peut avoir? J'achète une boîte et comment moi, simple citoyen, je peux porter un jugement si au fond, il me paraît bien ou quoi? C'est le taux d'humidité, vous dites? Impossible à dire. Je n'ai même pas de truc pour vous dire ce sera bien ou ce ne sera pas bien. D'accord. Très clairement. J'ai envie de dire, honnêtement, hein, c'est encore mieux, c'est vrai, d'avoir cousu son masque soi-même et d'avoir un tissu qui est relativement épais. Au moins, là, on est sûr que ce sera plus efficace. C'est un geste altruiste, hein, je continue à dire, le port du masque est un geste altruiste. Docteur, je vais juste rebondir parce que vous dites juste à l'instant, voilà, faites vos masques sinon vous-même. Il y a des beaux tissus qui existent et ça va devenir finalement quelque chose de normal d'avoir un masque, que ce soit en tant que commerçant ou en tant que client, parce qu'il y a un commerçant qui s'inquiète un peu de l'aspect que ça rejette finalement quand l'accueil est important, on le sait dans un commerce. Quand on porte un masque, ben voilà, ça crée peut-être un peu une distance, voilà, un peu de stress. Voilà, je pense qu'il y a tout à fait moyen de peut-être se confectionner un chouette masque et qui soit un petit peu coloré et que de toute façon l'accueil peut rester chaleureuse, voilà, et mettre les mesures en place, c'est déjà, je pense, bien accueillir ses clients demain. Oui, et donc il faut travailler son intonation de voix, mais il faut aussi travailler le sourire des yeux. Je pense à ça parce que c'est une patiente qui m'a dit ça, mais docteur, c'est chouette parce qu'on voit que vous souriez avec vos yeux. Et donc, je pense qu'on découvre d'autres manières d'avoir une communication non verbale sans le bas du visage à force de porter ce masque. On n'a pas le choix, malheureusement. Je pense ce qu'on entend, ce qui ressortait de tout ça, c'est que les mesures de sécurité qui sont mises en place et que nous demandons de théâtraliser, donc on les repère, doivent apporter un côté réassurant à votre client pour qu'il se mette dans un contexte, j'ai un moment d'achat, que le masque en fera partie dans ses repères en disant je me sens en sécurité parce que ce commerçant a mis le marquage à l'extérieur, il a mis l'information, il m'a mis à disposition le désinfectant, il m'a stimulé un chemin, il me parle avec un masque et alors la qualité du commerce de détail, c'est la proximité, c'est votre manière d'être et vous allez, ce masque, vous allez vous l'approprier, vous devez dire que ça fait partie, on pense, des signes réassurants pour un client, et puis vous arriverez à communiquer. Vous devez vous l'approprier. Mais d'abord, vous devez sécuriser le client qui dit « tu es le bienvenu, j'ai mis en place tout ce que je pouvais mettre pour que tu sois en sécurité ». Oui. Alors, la notion de temps, nous en avons parlé avec le docteur, c'est une notion extrêmement aléatoire. Pour le commerçant, si on est un ou deux, qu'on peut, je dis une hypothèse, je peux avoir 3 clients, que je suis dans un commerce plutôt de moments de loisirs où j'essaie quand même de me faire un peu plaisir, même si ce n'est pas encore le moment du fun shopping, mais c'est quand même un moment dans les commerces de détail où on se fait plaisir ou à ses enfants ou à son mari ou je ne sais tout quoi. C'est très difficile à gérer pour un commerçant. C'est aussi difficile s'il est occupé à acheter de lui dire tu pars. Quelle est la vraie mesure du risque par rapport à ça? Là aussi, c'est en diminuant le temps de contact, on diminue la probabilité d'être en contact avec une quantité suffisante de virus. Donc, c'est pour ça qu'on essaye de réduire au maximum la durée dans le magasin, la durée des achats, et on met finalement une limite à 30 minutes, idéalement dans le magasin, simplement parce que c'est 2 fois 15 minutes et qu'en bougeant et dans l'espace, etc., probablement que ça veut dire qu'on n'aura pas été pendant 15 minutes en contact proche avec quelqu'un.
Donc, très clairement, c'est comme ça que ce temps se décide. Comment les personnes peuvent en avoir conscience? Le temps est tellement quelque chose de relatif, c'est pas facile. Là aussi, des affichettes, une montre, en effet, comme vous dites, mais en conscientisant le client, en lui disant, mais voilà, attention, vous êtes là depuis un certain temps. Mais je pense que ça, c'est vraiment au commerçant de savoir ce qui correspond à son commerce ou pas. Il y a des personnes qui mettent des heures à décider quels vêtements elles vont prendre. Et ça, il faudra les conscientiser au fait de ressortir, revenir, réfléchissez. Il vaut mieux faire des allers-retours que rester dans le magasin. Donc, nous, de manière la plus basique possible, nous avons imaginé que, comme au début, nous allons être attirés sur le désinfectant, plus personne ne regarde sa montre, tout le monde regarde, enfin, ou très peu, on est tous plutôt avec l'heure sur nos GSM qui sont dans notre poche ou dans leurs mains. Donc, si vous remettez un outil comme une horloge juste là, ça peut les éduquer à dire « tiens, j'y suis », pour qu'ils soient eux aussi conscients de cette notion. Oui. Alors, le passage en caisse est une étape extrêmement importante dans le parcours du client. Donc, à nouveau, là, clairement, on ne sait pas si vous allez arriver à organiser les flux de parcours du client dans le sens progressivité et non aléatoire. Mais là, à nouveau, c'est le propre du commerce, il y a de l'attente. Donc, réinstaller la file. Réinstaller la file en mixant l'endroit où vous les faites attendre et qu'elle ne soit pas dans le sens du départ. Donc, c'est là que vous savez, vous, il y a 1500 commerçants, il y a 1500 configurations, réinstallez là les repères. J'attends pour pouvoir partir directement. Alors, les questions que je pense que tout le monde se pose, qui sont les plus importantes, qui sont l'endroit de la transaction financière. On a vu dans beaucoup de commerces alimentaires la pose de plexi. OK, mais c'est un investissement et on doit se dire si on l'a plus le masque, OK, mais c'est quelque chose qui est peut-être aléatoire, mais qui est une mesure et peut-être pas adaptable à tous les comptoirs. Vous devez être conscient que vous n'avez pas un meuble comptoir qui fait une profondeur d'1,50 m. Ça n'existe pas. Même les comptoirs de boucherie, la profondeur du meuble de boucherie plus encore la décoration ne font pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit leur dire à ce moment? Parce que là, autant on peut avoir des clients qui vont rentrer, faire un tour et partent, autant, on l'espère bien, il y a des clients qui vont acheter et puis il y a ce point de concentration. Donc, comment gérer ce moment très particulier de la caisse? Nous avons recommandé de distancier, c'était sur le slide précédent, je pense, l'endroit du paiement. Donc, si vos appareils banque contact peuvent être déplacés pour que vous arriviez à respecter cette distance. Docteur, c'est à nouveau le point. Oui, donc la distance reste le point important. Le plexiglas est une façon de ne pas avoir directement les aérosols directement vers soi, même si c'est une protection qui est loin d'être absolue, vu que les flux d'air passent autour du plexiglas. Donc ne pas en avoir n'est pas problématique pour autant que l'on puisse garder autant que possible la distance. Et du coup, là aussi, ça n'est pas toujours facile. Donc, le temps est quelque chose d'important. Réduire au maximum le temps de transaction peut être aussi important. Le sac dans lequel vont être mis les achats, etc., l'idéal est que les personnes viennent avec leur sac et mettent les achats dans le sac, plutôt que de manipuler un sac vous-même dans lequel vous allez mettre les achats et le donner au client. Parce que là, on perd l'étape cruciale de la désinfection des mains entre le moment où vous allez mettre dans le sac, etc. Bien, vous devez y penser et être vraiment, vraiment très, très méticuleux. Oui, j'ai mis dans le sac, je me lave les mains
et je tends au client. Est-ce que c'est un des endroits stratégiques de nettoyage, l'endroit, la Oui. tablette, la relation? En fait, les deux endroits stratégiques sont l'entrée dans le magasin, ça on en a déjà parlé, mais l'endroit finalement où se passe la transaction, c'est aussi un endroit où le client termine sa visite dans le magasin. C'est un endroit où idéalement il peut se désinfecter les mains. Mais c'est un endroit où vous devez être attentif à désinfecter les surfaces également pour vos clients autant que possible, évidemment. Donc, il faut dépenser son énergie à la poignée de porte et à cette tablette-là que se répartir dans d'autres endroits dans son magasin. Très clairement, parce que là, ça concentre l'ensemble des personnes qui passent et qui font une transaction et qui ont le plus souvent le contact, parce que malheureusement, on doit encore mettre nos codes lorsqu'on dépasse en effet les sommes de 50 € ou de 25 €. Docteur, ici nous parlons d'une boutique avec une transaction en caisse, mais une transaction peut être également une signature de contrat. Nous avons ici un commerçant qui est une agence immobilière qui se pose la question, effectivement, à un moment donné, il faut se mettre autour d'une table. Voilà, comment est-ce qu'on peut effectivement garantir aussi là une distanciation, une table suffisamment grande et puis un nettoyage des surfaces également, table, chaise? Donc là, souvent, on utilise Big Sale, Big Propre, de manière à avoir une boîte avec les Big Sale, une boîte avec les Big Propre par rapport au contrat qui doit être signé. On essaye d'être chacun au bout de la table pour être le plus loin possible les uns des autres. Et là aussi, le port du masque pour chacun est l'idéal et pouvoir se désinfecter les mains. Maintenant, je me rends bien compte que dans des signatures de contrats, on est parfois très proche, mais là, le temps peut être parfois trop long. Il est important de laisser alors le temps à distance pour la personne de lire un contrat et de revenir ponctuellement pour discuter du contrat si c'est nécessaire. Ce que l'on voyait souvent, c'est des personnes qui sont à proximité les uns des autres pendant que la personne lit le contrat, l'épluche, etc. Ça, c'est plutôt quelque chose à éviter, laisser un certain temps de nouveau pour réduire au maximum le temps passé au contact les uns des autres. Est-ce que ce serait choquant que bon, je vais faire une transaction, je n'ai pas de masque, je suis accueilli donc par le conseiller, on fait ce que vous respectez là, et puis au moment où on est le plus proche possible, est-ce que c'est une absurdité que le commerçant propose un masque à ce moment-là à son client? Non, vraiment pas. Vraiment pas. Je pense que c'est un geste aussi de pouvoir proposer le masque que l'on fait finalement pour son client, même si en gros, le masque, comme je vous l'ai dit, c'est pour protéger les autres. Je pense qu'il n'y a rien de plus ralent d'arriver dans un grand magasin, de ne pas avoir sa pièce pour prendre un caddie, ou il n'y a rien de plus ralent que de ne pas pouvoir entrer dans un magasin où on conseillerait le port du masque, par exemple. Donc c'est un geste qui est vraiment, à mon avis, qui pourrait plutôt être bien pris par la population. De dire, voilà, je vous offre un masque. Mais ce n'est pas facile, hein, je pense, d'une manière pratique. Je peux vous dire qu'on a vu, nous, quand on laissait les masques à l'hôpital, ils disparaissaient tous. Ça... Je faisais juste référence à cette typologie de moments de signature, de typologie par exemple, on va en parler après, mais dans les achats de lunettes, on sait très bien qu'il y a un moment d'essayage, etc. Si la personne n'est pas protégée, le commerçant pourrait le proposer. Et donc, est-ce qu'on doit conseiller à ce moment-là que quand il part, on récupère le masque et on le jette ou on laisse partir la personne avec le masque? Donc, si on distribue le masque, je pense qu'il faut que la personne parte avec le masque. Parce que sinon, vous allez avoir un masque potentiellement contaminé. Il ne doit pas y avoir de manipulation de ce masque par qui que ce soit après, d'autre que la personne qui l'a porté. Très bien. Avançons. Donc, le docteur en a parlé. Donc, c'est un élément qui est un petit peu à l'encontre de la facilité de donner un sac. On a pu constater que dans les courses alimentaires, ça l'est devenu un peu dans le comportement. Mais donc, vous voyez, là, la recommandation du docteur était claire et nous l'avons fait apparaître
en rose dans le petit personnage, de telle manière que d'inciter les gens à avoir le masque. Qu'est-ce qui se passe s'il y a, s'il y a un mini, un petit caddie, enfin, c'est pas un caddie, un petit sac pour faire ses courses, pour aider le client à faire ses courses? Comment est-ce qu'on gère euh, le, le panier à ce moment-là quand il arrive à la caisse? Donc là aussi, l'idéal est de pouvoir passer un coup de lingette sur les différents paniers, les différents caddies. Il faut savoir dans certaines grandes surfaces qui ont un peu d'avance par rapport à l'ouverture, il y avait aussi un trajet caddie propre, caddie sale. L'idéal, c'est de pouvoir avoir ce genre de trajet également. Caddie propre, caddie sale, et d'avoir un moment où on peut désinfecter. Je peux me rendre compte que ça ne doit pas être facile pour l'ensemble des magasins qui en ont. Mais si on ne sait pas organiser ça, il vaut mieux proscrire le caddie. Je pense qu'on a vu que dans l'audience, on était plutôt beaucoup avec des petits magasins, avec peu de personnes. La seule question, c'est si pour faire son shopping chez vous, vous aviez l'habitude de donner un panier, un support contenant, posez-vous bien la question, essayez de le supprimer et que le client fasse ses courses avec son sac, de telle manière à limiter ce risque et cette manipulation pour vous qui est encore un geste complémentaire. Oui, on peut avancer. Donc le paiement, je pense qu'on en a parlé. On a vu dans les pharmacies, par exemple, c'était décalé. Qu'est-ce qu'il en est de cette question qui est souvent posée, la transaction avec du cash? Alors, le cash, de nouveau, c'est du contact et ce n'est pas désinfectable. Et donc, tout ce qui est par transition par cash devrait être évité autant que possible. Okay. Je pense que, mais évidemment, dans les commerces de détail tout petits, il y a beaucoup de transactions qui se font peut-être encore avec de l'argent, mais essayez qu'ils utilisent les caisses et donc enfin, l'appareil banc contact. Et donc là, il doit y avoir le désinfectant. Il apparaît sur l'élément. Quand ils ont fini de payer avec leurs doigts, ils doivent désinfecter parce que sinon, vous allez passer votre temps à nettoyer les touches, ce qui n'est pas gérable. C'est eux qui doivent désinfecter leurs mains en partant. Ils les ont lavés en rentrant, ils les nettoient en partant, ils sont en théorie safe. Oui. C'est ce qui manque souvent, hein, c'est finalement d'avoir la solution hydroalcoolique à côté du banc contact. Désinfectez-vous les mains, je fais mon code, je me redésinfecte les mains et je pars. Ouais. Moi, je l'ai vécu vraiment en pharmacie, j'ai trouvé ça très éducatif et ça m'a terriblement soulagé. Donc, je pense que nos comportements, même dans ces achats loisirs, enfin plaisir, etc., c'est la somme de ces petits gestes qui vont faire que vos clients se diront « ce magasin m'a mis en place tout ce qu'il faut et j'y reviendrai ». Parce que j'ai eu un sentiment positif de sécurité et que donc je peux y retourner pour faire mon commerce parce qu'il a mis tous ces petits gestes et ces règlements et qu'il les fait appliquer. C'est le contrepoids pour moi par rapport au commerce. Ce sont des règles simples, c'est des rappels, on éduque le client et tout ça me transforme en caractère positif en me disant « lui, il a pris soin de moi, donc je viens ». Donc là, il part. À nouveau, il doit nettoyer ses mains et essayer d'ouvrir la porte que vous aurez, s'il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte sans assistance. Moi, je me suis demandé si vous n'alliez pas laisser vos portes ouvertes au départ s'il faisait beau, mais après, il y a l'ERCO. Donc, il doit nettoyer ses mains en repartant. Alors, on va aborder une thématique. On peut avancer. Et donc, il y a beaucoup de personnes manifestement qui sont intéressées pour cette partie. Donc, pour le moment, nous avons abordé tout ce qui était au fond générique pour tous les parcours clients. Et donc, il y a toute une secture dans les métiers de détail. Il y a cette partie sur la mode, etc. Donc, nous l'avons abordé bien évidemment avec le docteur. Oui, on doit avancer parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, alors, qu'est-ce qu'il en est du textile? Attends, reviens juste un avant. Voilà.
qu'est-ce qu'il en est sur ce textile? On a tout lu, tout entendu. Est-ce qu'il Oui, est donc dangereux? le textile, entre guillemets, est une surface qui est peu contaminante. Pourquoi? Parce que pour que le virus survive, il faut qu'il y ait une certaine humidité qui soit présente. L'humidité est vite absorbée par le textile, donc ce n'est pas vraiment le point de problème principal. L'idéal est, lorsque c'est possible, d'apporter la taille adéquate au client et qu'il y ait l'essayage qui se fasse. Là aussi, il faut être réaliste et pas parano, pas complètement parano non plus, pouvoir utiliser des vêtements, les essayer. Il n'y a pas de quarantaine de 48 heures qui sera nécessaire après pour le refaire. Ce serait un non-sens par rapport au commerce lui-même. Si on se contente de désinfecter les surfaces inertes, je pense qu'on aura déjà fait 99% du travail nécessaire. D'accord, on va cliquer. Donc, en fait, ce n'est pas ce que vous nous avez appris, ce n'est pas un conducteur si dangereux, bien au contraire par rapport aux surfaces inertes à la caisse. Oui, qui elles-mêmes sont un conducteur beaucoup moins dangereux que la respiration, les crachats et les éternuements. Oui, donc il y a la question, faut-il mettre les vêtements après l'essayage en quarantaine? Faut-il les repasser avec un fer chaud à vapeur après? Est-ce que pour l'essayage des chaussures, faut-il mettre une protection pour l'essayage? Voilà, ce sont des questions vraiment qui reviennent, qui préoccupent les commerçants du textile. Dire ça serait équivalent à dire ne réouvrons pas en réalité les magasins textiles d'une part, et si on le fait, c'est parce qu'on estime que le risque est tellement faible par ce biais-là qu'on peut le faire. Donc, très clairement, voilà. De nouveau, en fonction de l'anxiété que l'on a par rapport aux maladies infectieuses, évidemment, il faut quand même que je rappelle que bien que ce virus nous fait peur et on amplifie au travers des médias la mortalité liée à ce virus, l'immense majorité des personnes, d'abord, ont très peu de symptômes, c'est un simple rhume ou une simple grippe. Malheureusement, il y a une toute petite proportion, mais qui représente un nombre de personnes importantes, qui font des complications graves. Donc, il ne faut pas rentrer dans une parano, il faut être prudent, réduire le risque, savoir qu'il y a peu de virus qui circulent et que du coup, le textile, franchement, le risque est extrêmement faible par ce biais-là. Donc, vous pensez vraiment qu'on peut conseiller aux commerçants que quand un vêtement a été essayé, celui-ci peut être remis directement au rayon? Donc, lorsque le vêtement a été essayé, oui, je pense qu'on peut le remettre en rayon sans prendre de risque. Et la même chose pour les chaussures? Oui. Reste une question plus compliquée par rapport à la remise en rayon, c'est le cintre plus que le textile. Vous prenez le cintre qui est une surface inerte et que vous remettez en rayon, etc. Là, c'est peut-être pas mal d'utiliser aussi un circuit cintre propre, cintre sale, parce que là, vous pouvez éventuellement avoir un contact plus important. Je n'y avais pas pensé quand on a préparé ce webinaire, mais c'est une façon assez facile. Les cintres sont en général pas ce qui manque dans les magasins de vêtements, mais de pouvoir avoir ce circuit-là, parce que c'est par là qu'on le prend, on essaye, on le remet sur le cintre, ça il vaut mieux éviter. Ouais, c'est vraiment la grande. Et que le commerçant donne le vêtement. C'est lui qui manipule le vêtement en le donnant, en évitant d'avoir le cintre. Donc, il le retire du cintre. Lorsque c'est faisable. Si ce n'est pas faisable, il faut un trajet cintre propre, cintre sale. Les cintres qui sont rentrés dans la cabine d'essayage, on les met de côté et soit on les désinfecte, soit on les laisse pendant 48 heures sur le côté. Ça, c'est une façon de faire. Alors, il y a également des fois des prises de mesure, des retouches. Il y a une retoucheuse qui nous demande, voilà, effectivement, de nouveau, proximité est requise pour pouvoir faire cela. Est-ce que, voilà, donc là, masque, lavage de mains, avant, après, Oui. semble suffisant? Tout à fait, et c'est faisable d'avoir ce type de proximité aussi. De nouveau, pour tout ce qui est pantalon, etc., on est plutôt pas directement en contact.
demander de détourner la tête, donc que la personne ne vous parle peut-être pas directement pendant que vous êtes occupé à faire les retouches. Ça peut être une façon aussi de diminuer, entre guillemets, la potentielle exposition, mais qui reste faible parce que temps faible. C'est un contact beaucoup plus proche, évidemment, quand on est dans des retouches, parce qu'on est en contact direct, et c'est peut-être pas toujours facile, j'ai pas fort conscience de ce que ça représente, d'avoir un contact court. Donc, demander à la personne de détourner aussi la tête peut être parfois utile. Est-ce qu'on peut l'assimiler comme pour la signature du contrat, que si on a un moment de proximité si forte, pour ce moment-là, on propose donc au client de porter son masque? Oui. Ça peut faire partie des gestes Dans ce contexte, je pense que c'est vraiment nécessaire. On est dans un contexte, là on est carrément dans un contact physique tel qu'on essaye de les éviter à l'heure actuelle. Donc il faut avoir un masque pour le client et pour le vendeur dans ce contexte-là. Donc les trois éléments, parce que l'heure arrive et je sais, docteur, que vous êtes appelé. Donc dans les éléments que nous avons mis en scène dans les petites bulles, on a été surpris, mais donc il est important de se dire que quand on est assis, donc des boutiques ont parfois des fauteuils, des choses pareilles. Si les gens s'assiedent, ben, il y a des contacts avec les mains, donc soyez attentifs à ça. Si vous êtes dans un commerce avec des lunettes, des choses pareilles, ben on sait tous que en fait, le client prend un objet, il a besoin de faire ça, etc. Donc, soyez conscients que là, les mains ont été touchées. Donc, vous avez, je pense, recommandé de désinfecter ces objets. C'est ce qui peut être très, très compliqué dans ce commerce des accessoires, en fait. Oui, c'est particulièrement compliqué parce que c'est beaucoup parfois d'essayage, etc. Et là aussi, désinfecter avec les lingettes, c'est bien. Il faut être sûr que ces lingettes n'abîment pas évidemment votre matériel non plus. Mais c'est clairement une voie faible, mais qui existe potentiellement de contamination. Oui. Il y a encore une question peut-être à laquelle on n'avait pas pensé, de l'achat à magasin qui rachète des produits donc du seconde main. Est-ce que ces produits, quand ils arrivent en magasin, peuvent être… Combien de temps faut-il attendre ou faut-il les désinfecter avant de les remettre en rayon? C'est une très bonne question. C'est vrai qu'on n'y avait pas pensé du tout. De nouveau, si au-delà de 72 heures, il y a de toute façon plus de virus. 48 à 72 heures, il n'y a plus de virus. Donc, si vous prenez 72 heures, vous laissez les choses sur le côté, pas de risque. Donc, ça, c'est une façon de faire. Si on veut remettre directement des meubles, par exemple, de seconde main en vente, passer un coup de lingette, là aussi, est nécessaire. Okay. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Là, nous terminons la partie où la présence du docteur et vous comprendrez qu'il a sa maman de journée est aussi impliqué dans des choses très, très différentes. Et merci encore beaucoup de votre présence. Est-ce qu'il y a encore des questions vraiment à sa destination? Parce que nous allons bientôt clôturer et il doit partir. Donc, est-ce que Elvina, tu vois des questions auxquelles ce serait vraiment bien que le docteur puisse répondre? Non, je pense que les questions étaient pertinentes et ont été posées au fur et à mesure des illustrations. Et donc voilà, effectivement, on était justement sur le slide de l'essayage au niveau des cabines. Peut-être encore juste ça, docteur, puisqu'on a parlé de l'essayage des vêtements, mais peut-être de désinfecter quand même les accoudoirs et des choses comme ça, des zones d'assises. Mais qu'en est-il des cabines? Faut-il faire quelque chose plus particulièrement pour les cabines qui ont des fois aussi du tissu, des endroits d'accroche? Oui, de nouveau, c'est au travers des cintres et des endroits d'accroche qu'on peut y penser. La cabine n'est sans doute pas un endroit vraiment risqué. Et la seule chose, c'est qu'il faut que les cabines restent ouvertes lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Ça, je pense que c'est vraiment important pour diluer au maximum potentiellement le virus qui aurait été là.
Donc, l'aération de la cabine est importante. Laisser une porte de cabine fermée, ce n'est pas une bonne idée. Ce sont des portes, ce sont des planches, ça dépend comment on rentre. Si c'est un tissu pour fermer, comme je l'ai dit, c'est beau pour les vêtements, c'est pas vraiment un mode de contamination relevant le textile. Mais par contre, ce sont des planches éventuellement de porte comme les autres que l'on doit aussi désinfecter avec une lingette. Parfait, merci docteur. Nous avons en tout cas répondu à toutes les questions qui ont été posées, que ce soit dans la fonctionnalité conversée ou questions-réponses. Bien docteur, nous allons vous libérer vraiment au nom des gens qui nous écoutent et de nous-mêmes qui sommes des gens qui allons aller dans la rue et tout. Je voulais vraiment vous remercier de cet effort considérable de simplification que vous nous avez donné. Moi, aujourd'hui, mon équipe, c'est la même chose. Nous comprenons comment nous pouvons réutiliser les lieux de commerce. Les règles sont relativement simples et j'espère vraiment que les commerçants ont reçu des morceaux d'informations complémentaires qui vont les rassurer dans ce démarrage de lundi, mais qui va être sans doute à suivre pour apprendre. En tout cas, merci beaucoup. Nous allons... Bon courage à tous en tout cas. Merci pareillement. Voilà. Au revoir. Au revoir. Donc nous terminons, mais donc pour vous dire alors sur le slide suivant, donc vous avez reçu de la ville de Bruxelles un certain nombre d'éléments que nous allons faire apparaître. Donc vous avez reçu la fichette, le marquage, la fichette A3 avec les consignes clients, un certain nombre de masques, une liste de fournisseurs potentiels, les flacons de gel. Donc s'il vous plaît, installer ces éléments de repère. Nous insistons vraiment sur le fait que c'est la somme de la rappel des signes qui vont faire qu'on va se sentir pris en main, sécurisé, et que c'est votre manière de vous comporter qui vont faire que vos clients seront contents, ça on n'en doute pas, d'y aller, mais qu'ils seront sécurisés. Sécurisés permettra de passer dans la deuxième phase, c'est-à-dire retrouver une forme de plaisir. Nous en avons tous besoin. Alors, je voudrais terminer en disant, ne sous-estimez pas un élément. Je pense, nous savons que vous n'avez pas de chiffre d'affaires, que vous avez des charges, que vous avez des emprunts, que c'est compliqué, que vous devez travailler. Et donc, c'est déjà un contexte qui, sur votre corps, donc je ne suis pas médecin, pas du tout. Je suis quelqu'un comme vous qui est occupé à travailler. Nous constatons que le manque de repères ou la création de nouveaux repères nous implique une fatigue différente. Un complément de fatigue ou une autre fatigue, je ne sais pas l'expliquer, mais en tout cas, c'est une forme de stress, de choses qui ne sont pas claires, qui font que nous avons des moments de fatigue. Et dites-vous bien que normalement, les clients viennent chez vous sûrement parce que vous êtes dans la bonne rue, sûrement parce qu'il y a votre produit, mais aussi pour vous. Par votre qualité dans le commerce de détail, la proximité, l'échange, le verbal, tout ce gestuel du corps, c'est extrêmement important. Et donc, aussi, soyez bien conscients, ok, vous vous relancez, mais protégez-vous, hein, parce que si vous n'arrivez pas à installer des gestes de sécurité, ben, vous avez déjà le stress qui est là, vous avez la nouvelle forme de stress de ce que nous vivons ensemble, et puis il faut que vous soyez dans la longueur, quoi, hein. Le métier de commerce de détail, c'est un métier par définition qui est fatigant, qui est impliquant, et vous allez avoir une surcharge de fatigue qui est différente. Peut-être pas une surcharge d'heures, le surcharge d'heures est peut-être dans toute la logistique de préparation, et puis vous allez vous y habituer, mais prenez vraiment soin de vous. C'est vraiment extrêmement important d'avoir vos équilibres. Nous avons essayé de travailler, de passer une journée avec un masque. Eh bien, l'impact de la fatigue avec la respiration sans faire ce geste de toucher n'est pas si évident. Regardez si vous devez organiser votre journée en faisant des coupures, soyez attentif aux signes de votre corps. C'est
c'est vraiment quelque chose, c'est la mixité de ça qui va vous permettre de vous relancer. Donc, pour terminer, vous devez savoir tout ce qui a été dit ici, puisque bon, c'est 1h30 et le docteur a donné beaucoup d'éléments. Il va être envoyé, donc vous l'avez dedans, et puis vous pouvez, la ville a mis des outils de connexion que vous pouvez utiliser. Je dois dire que j'ai senti, et c'est ce qui nous a motivés à nous lancer dans ce rush un petit peu fou, énormément de préoccupations par rapport à votre réalité. Et je trouvais ça extrêmement réconfortant par rapport à ce que nous vivons tous et par rapport à ce que vous vous apprêtez à vivre. Voilà, je pense que nous terminons ici. Désolé si nous avons un petit peu débordé. J'espère que les commentaires du docteur vous ont autant éduqué et sécurisé que nous-mêmes par rapport à cette semaine. Voilà, prenez soin de vous. Merci.